Merci. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur de ce que vous avez dit sur un sujet, effectivement, je crois qu'il y a un sujet qui fâche. Je pense que vous avez suivi dans l'actualité les controverses entre Valls et Mélenchon, ou encore entre Charlie Hebdo et Mediapart. Et effectivement, entre ceux pour qui il y a dans notre monde un problème de l'islam et ceux pour qui il y a un problème de l'islamophobie. Donc d'un côté, pour les uns, l'islam fait problème à des tas d'égards. Pour d'autres, ce qui fait problème, c'est l'accueil de la société, de notre société à l'égard de l'islam. Et ce qui me frappe, c'est, disons, l'étrange alliance qu'on a de part et d'autre. Enfin, je veux dire, d'un côté, dans ceux qui s'inquiètent de l'islam, on a, disons, pour prendre des positions politiques diverses, on peut aller de Caroline Fourest, Elisabeth Badinter, jusqu'à Finkielkraut, ou Houellebecq, etc., enfin, en passant par tout un dégradé. Et puis de l'autre côté, dans les pourfendeurs de l'islamophobie, on a bien sûr le collectif contre l'islamophobie, les indigènes de la République, on a Thiot, le conseiller d'État, le rapport Thiot, on a Edoui Plenel, et puis on a ensuite, disons, l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, et puis on a une bonne partie de l'Église de France, etc. Et donc, on a d'un côté comme de l'autre des gens qui ne sont unis par pas grand-chose, si ce n'est les positions communes qu'ils ont à l'égard de l'islam. Alors, pour ma part, je ne vais pas m'embarquer, disons, sur les sujets les plus difficiles qui sont le rapport entre islam, terrorisme, etc., Daesh, entre est-ce que c'est l'expression parfaite de l'islam ou est-ce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Enfin, je ne m'embarquerai pas sur ces sujets-là. Et donc, je vais rester sur un sujet plus limité, mais qui quand même, je crois, est d'importance pour notre monde contemporain, qui est celui des rapports entre l'islam et la démocratie, et plus précisément entre l'islam et la conception pluraliste de la démocratie. Vous savez qu'il y a plusieurs conceptions de la démocratie. Au fond, la démocratie grecque insistait sur le pouvoir du peuple encore, le pouvoir de délibérer, de décider pour l'ensemble de la communauté, enfin ce qu'on a appelé la liberté des anciens, et que notre monde contemporain, disons depuis le XVIIe, a développé une autre vision de la démocratie qui, sans renier l'idée du pouvoir du peuple encore, insiste sur le pluralisme démocratique, le droit de chacun à poursuivre au sein d'une démocratie, d'avoir ses propres orientations, avec l'accent sur la liberté de la presse, le droit des minorités, le droit de l'homme, etc., etc. Et donc c'est autour, si vous voulez, de ce sujet-là que je vais me concentrer. Au fond, avec deux questions, deux domaines. C'est d'une part, qu'en est-il dans les pays dans lesquels l'islam, je dirais, domine, fait la loi, disons, et de l'autre, la question de l'intégration de l'islam dans les sociétés de vieille démocratie, les sociétés occidentales, et en particulier la France. Alors, sur le premier point, je crois qu'il y a quelque chose de frappant, c'est que, à de multiples égards, vous le savez bien, hein, les pays musulmans sont vraiment extraordinairement divers. Pour prendre, disons, un sujet qui, quelquefois, disons, chez nous, soulève quelques remous, qui est celui de la tenue islamique. Alors, si vous prenez l'islam, le monde musulman dans sa totalité, ça n'a absolument pas de sens de parler de tenue islamique. Parce que si vous allez en Afghanistan, vous allez voir des femmes qui sont donc avec des burqas grillagés, etc., dans lesquelles vous ne verrez rien. Et si vous allez au Mali,
autre pays, vraiment très très majorité musulman, et que vous vous promenez au bord du fleuve Niger, vous verrez des femmes qui font qui lavent leur linge, la poitrine découverte, et qu'au Mali, manifestement, cela ne paraît pas du tout incompatible avec le fait d'être une bonne musulmane. Et donc là, on a vraiment... Et puis, disons, à des tas d'égards, disons, si on prend tout le spectre des pays musulmans, depuis, disons, l'Indonésie jusqu'à la Mauritanie, etc., vous pourriez décrire de multiples différences entre ces pays, avec des pays extrêmement autoritaires, des pays moins autoritaires, etc. Mais disons, au milieu de cette grande diversité, il y a quand même quelque chose qui paraît rassembler tous ces pays, c'est que le développement d'une démocratie pluraliste y fait problème. On en a des tas de traces. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, les classements de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, on voit que la liberté de la presse est un peu problématique, même dans les pays dits du printemps arabe. On voit que, bien sûr, la question de la liberté de religion, la liberté de penser, fait question. Vous avez vu probablement que la Tunisie a paru faire, ou a fait même un acte révolutionnaire en terre d'islam, en permettant à une musulmane d'épouser un non-musulman. Et c'est quand même frappant que ça apparaisse, que ce soit dans un pays, et un pays tout à fait extrême, disons, par rapport, disons, à l'ensemble des pays islamiques. Bon, vous savez que la possibilité pour un musulman de se convertir à une autre religion, alors, est traitée de manière très différente selon les pays. Là encore, il n'y a pas vraiment d'unité, mais en tout cas, fait partout question. Enfin, ça va depuis les pays où c'est, disons, conformément à la doctrine la plus rigoureuse passible de la peine de mort, disons de manière officielle, à des pays dans lesquels ça n'est pas passible de par la loi de la peine de mort, mais celui qui ouvertement se convertirait risquerait fort, disons, de le payer de sa vie à cause des réactions de la population, jusqu'à des pays comme le Maroc où c'est plus ou moins toléré. Alors, ce qui est, disons, enfin pas aussi, au fond, c'est de voir les pays considérés comme les plus démocratiques, et l'Indonésie a la réputation d'être un pays musulman spécialement ouvert à la diversité, dans lequel l'islam coexiste assez bien avec les diverses religions, dans lequel du reste on trouve des familles, dans lequel des familles plurireligieuses, dans lequel on pouvait dire l'Indonésie est une preuve de la capacité, disons, de l'islam à gérer, à s'accorder avec une démocratie pluraliste. Et puis, patatras, vous avez peut-être suivi il y a quelques mois les épisodes du gouverneur de Jakarta, dont lui-même protestant, qui avait dit, je vais regarder ça pour pas me tromper, disons, qui avait dit simplement, attendez, excusez-moi. Voilà. Ne vous sentez pas mal à l'aise à l'idée de ne pas pouvoir voter pour moi, de crainte d'aller en enfer parce qu'on vous ment. Et donc, il a été condamné à 2 ans de prison pour avoir simplement dit cela. Voilà. Et c'était considéré comme un blasphème parce que c'était une interprétation, il s'est permis de donner une interprétation du Coran qui est discutée du reste parmi les sages musulmans, mais le fait que probablement que non-musulmans se soit permis de donner une interprétation du Coran sur la place que l'on pouvait donner à des gens qui n'étaient pas musulmans, et la possibilité pour des musulmans d'être dirigés par quelqu'un qui n'était pas musulman, et que ça menait en enfer ou ça ne menait pas en enfer, le fait simplement d'avoir affirmé que ça ne menait pas en enfer, donc lui a valu 2 ans de prison. Et
Certains, du reste, ont dit que c'était du reste prudent de l'avoir mis en prison, parce qu'il risquait beaucoup plus, s'il n'avait pas été mis en prison, il risquait fort, disons, d'être lynché par la foule. Donc, voilà, la question, si vous voulez, la question, c'est au fond pourquoi, dans des pays donc si divers à des tas d'égards, dans lesquels l'islam s'est combiné avec des cultures si diverses à certains égards, et qui n'ont pas grand-chose en commun que l'influence de l'islam. Donc pourquoi la question du pluralisme y est tellement sensible. Alors pour essayer de comprendre, je dois dire que aussi je me suis posé, disons, cette question-là, et je veux dire que je l'ai rencontré personnellement, d'abord pas du tout à propos de grands sujets, de grands débats politiques, etc. Disons, je mène des recherches, disons, de manière dominante sur la diversité des manières, disons, dont les humains s'organisent pour vivre ensemble de par le monde. Et il se trouve que j'avais travaillé avec une entreprise multinationale sur la façon dont des principes d'action étaient reçus dans divers pays. Et donc, ce travail avait mené en Jordanie, dans lequel donc il y avait une filiale jordanienne dirigée par des managers jordaniens, tous formés aux États-Unis, pas du tout le jordanien de base, et qui avait traduit en arabe donc les principes d'action de l'entreprise. Et une chose qui m'avait vraiment fait question, interpellé, c'était que tout ce qui était dans ces principes relatifs aux vertus du pluralisme, aux vertus du débat, au fait, à la valeur des divergences d'opinion, etc., dans la traduction en arabe, avait été purement et simplement supprimé. N'avait même pas été aménagé, avait été supprimé. Et quand on avait interrogé, disons, une enquête auprès des gens, leur réaction était de dire « oui, mais c'est bien, grâce maintenant à ça, on va tous penser pareil, on va être vraiment unis, etc. » Et on voyait une espèce de fascination, si vous voulez, de l'unité, fascination de l'unité qui rejoignait ce qu'on sait sur la crainte de ce qu'on appelle la fitna, disons la division, disons dans le monde musulman, la référence à la communauté des croyants, à l'Oumma. Enfin, donc on avait à des tas d'égards l'impression d'une sorte de fascination pour l'unité. Pour l'unité. Et donc, au fond, le travail, disons, que j'ai fait a été d'essayer d'explorer ce qu'on pourrait appeler l'univers mental, disons, de l'islam, et comment que l'on prenne la philosophie musulmane, le droit musulman, la justice musulmane, le rapport à la science, et en remontant, disons, jusqu'au Coran, au fond, comment cette idée d'unité peut être vécue, et au fond, pourquoi cette fascination pour l'unité. Alors, première chose, au fond, c'est les pays musulmans, la première chose qu'ils ont en commun, c'est quand même le Coran. Donc, il paraît utile, au fond, d'aller voir, disons, dans le Coran, comment est traité ce qui a un rapport avec l'unité. Alors, si vous n'avez pas lu le Coran, je vous suggère, c'est une lecture tout à fait intéressante, et si vous trouvez que c'est trop long, même lire une sourate, la première, va donner déjà une bonne idée, disons, de cet univers, disons, de pensée, cet univers de pensée. Et au fond, la question, si vous voulez, de l'unité est liée, si vous voulez, à quelque chose, disons, qui est très fort dans cet univers, qui est la notion de certitude. On est certain, on a des preuves. Alors, je vais vous citer quelques versets, disons, voilà, qu'il est question de preuves qui sont évidentes, éclatantes, décisives, manifestes, etc. Enfin, cette idée de preuve, vraiment, revient en boucle, là, et une preuve décisive vous est déjà parvenue, et cette idée de preuve, enfin, ne concerne pas seulement, disons, Mahomet, mais aussi ses prédécesseurs. Joseph leur avait autrefois apporté des preuves décisives, Moïse est venu avec vous avec des preuves irréfutables,
etc. Et donc, référence est faite sans cesse à ce qui est clair, disons, évident. Disons, leur prophète leur avait apporté les preuves évidentes, les Écritures et le livre lumineux, etc. Alors, quand on est, si vous voulez, quand on est, au fond, face à des évidences, bon, il n'y a que deux positions possibles. Où on est honnête, de bonne foi, face à l'évidence, vous dit, cette table est noire, si vous êtes honnête, vous direz, ok, cette table est noire. Et puis, si vous dites non, cette table est verte, ou cette table est rouge, etc., ça veut dire quand même que vous êtes malhonnête. Au fond, dans le Coran, revient sans cesse l'opposition entre les croyants, qui sont honnêtes, et donc qui vont accepter les preuves qui leur sont données, et puis les incroyants, qui sont malhonnêtes, malhonnêtes, pervers, menteurs, etc. Enfin, c'est intéressant de voir toute la manière dont ils sont vraiment décrits. Bien sûr, ils iront en enfer, etc. Mais le portrait qui en est dressé est un portrait vraiment fort impressionnant. Et cette vision, on pourrait dire, mais comment font comprendre ce rapport, c'est la certitude, et alors qu'en même temps, disons, dans le Coran, il est énormément fait appel à l'idée d'intelligence. On doit être intelligent. Au fond, pour nous, je dirais nous occidentaux, l'intelligence et la certitude, au fond, pas vraiment très bon ménage. Enfin, si on est intelligent, disons, on va avoir des doutes. Et c'est lié au fait que dans notre monde, on a deux visions de l'intelligence qui se combinent. On a d'un côté une vision de l'intelligence, le Eureka d'Archimède, c'est la capacité à recevoir, à être illuminé par quelque chose qui vous dépasse, etc. Et de l'autre côté, il y a une vision de l'intelligence comme étant la capacité à discuter, à douter, j'allais dire même à discutailler, etc. Et au fond, on est dans une espèce d'équilibre, enfin, plus ou moins conflictuel entre ces deux conceptions de l'intelligence. Alors que l'univers de l'islam, l'univers du Coran, nous verrons aussi l'univers de la philosophie islamique, etc., a totalement opté pour une vision, je dirais, illuminative de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à recevoir, à se laisser illuminer par quelque chose qui nous dépasse, alors, qui est bien sûr, disons, le message des prophètes et la révélation, disons, à travers le prophète, mais également qui va s'étendre à l'ensemble des divers aspects de l'existence. Et donc, dans cette vision de l'intelligence, le doute n'a pas vraiment sa place. Au fond, le doute, c'est refuser l'illumination. Et également, l'unanimité, au fond, va de soi. Parce que, disons, commencer à discutailler, c'est refuser cette illumination partagée, c'est refuser cette révélation, disons, partagée, disons, que l'on a reçue, et à laquelle il est honnête de se soumettre. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la profondeur de la conviction dans le monde musulman, de la valeur accordée à l'unité, à l'unanimité, à ce qui rassemble, et la profondeur du malaise face à un Occident discutailleur qui n'accepte pas ce qui lui est révélé et qui va, disons, le mettre en question. Et cela, au fond, on va le retrouver dans le monde de l'islam, à travers, disons, son histoire et à travers les divers éléments, disons, que l'on y rencontre. Alors, un point
assez révélateur. Si c'est passé, disons, quand le monde de l'islam a rencontré la philosophie, les Grecs, donc, et au fond, comment la philosophie a été acceptée ou refusée, ce qui a pris sens, ce qui n'a pas pris sens, disons, et ce qui est devenu la philosophie, disons, en terre d'islam. Donc on voit qu'au fond, qu'a pris sens et a été reçue toute la partie illuminative de la philosophie. Si vous lisez un philosophe comme Avicenne, par exemple, moi j'ai l'impression de lire Saint Jean de la Croix. C'est très beau, hein, c'est très très beau, mais on n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans le débat, on est vraiment dans l'illumination. Et au fond, toute cette partie qui est très importante dans le monde grec, en particulier chez les néoplatoniciens, qui ont été vraiment très très bien reçus, disons, dans le monde musulman, rentrer très bien en résonance avec cet univers, disons, d'illumination. Alors par contre, par exemple, le politique d'Aristote n'a pas été traduit, n'intéressait pas. Et c'est une expérience que j'ai faite, qui est vraiment fort frappant, disons, après s'être un peu plongé dans le monde de la philosophie islamique, revenir aux politiques d'Aristote. Enfin, on a l'impression, c'est comme si on volait dans des espaces, tout d'un coup, on atterrit sur un sol un peu dur, parce que Aristote dit, oui, que finalement, attention, méfions-nous des gens qui sont trop éclairés, qui doivent trop savoir, il vaut mieux entre des gens même médiocres, mais qui vont discuter entre eux, qui vont se corriger les uns les autres de leurs errements divers, on va arriver à quelque chose, c'est certainement pas merveilleux, mais enfin qui est probablement la moins mauvaise façon, disons, de décider ça. Alors ça, là, vraiment, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans l'univers de l'islam. Et même, on parle beaucoup, disons, d'Averroès, hein, comme étant le penseur musulman qui a été le plus proche de la pensée occidentale. Si le sujet vous intéresse, lisez, c'est un tout petit livre, hein, Le discours décisif, qui est aussi considéré comme étant vraiment le meilleur introduction, enfin, au rapport entre la pensée islamique et la pensée occidentale. Et vous verrez, hein, qu'on est très loin, enfin, on est encore beaucoup dans la certitude, je ne sais pas si je trouverai ça, attendez, je vais essayer quand même de vous citer quelques... Oui, voilà, donc ce qui est, si vous voulez, au fond, Averroès s'intéresse à la forme d'harmonie qui peut exister entre le texte révélé et les connaissances produites par ce qu'il appelle l'examen démonstratif. Et il montre que, enfin, pour lui, si vous voulez, dans tout ce qui relève de la vie morale ou ce qui relève de la vie de la cité, là, c'est le Coran. Hein, il y a à suivre le Coran, point. Hein, il n'y a pas à se poser de questions. Alors, les questions sur lesquelles on peut discuter, disons, sur lesquelles les savants, disons, sont fondés à discuter, sont des questions beaucoup plus techniques ou théoriques, hein, dans lesquelles, à condition, en tout cas, que le vulgum pecus soit tenu tout à fait à l'abri, disons, de ces discussions, hein, on doit pouvoir discuter. Et je peux dire, par exemple, voilà, dit Averroès, ce que doivent faire les chefs politiques des musulmans, c'est interdire ceux de ces livres qui contiennent la science à qui n'est pas homme à pratiquer cette science. Tout comme il leur incombe d'interdire les livres de démonstration à tous ceux qui ne sont pas hommes à la pratiquer.
Et donc, si, au fond, ce souci, si vous voulez, de le faire, et il dit aussi, oui, la partie de la foule qui ne peut appréhender plus des arguments rhétoriques, elle a l'obligation de s'en tenir pour ses énoncés à leur sens obvi, et il ne lui est absolument pas permis de connaître ses interprétations. Et donc, au fond, il a peur, que si on rentre dans le pluralisme, l'interprétation, etc., au fond, ça va être la guerre, et donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'unanimité d'un côté et la guerre de l'autre. Alors, on pourrait, si vous voulez, dans le manuscrit, peut-être des mots dans la discussion, évoquer le rapport, disons, à la science du monde musulman. J'ai évoqué brièvement quelque chose en rapport avec l'entreprise. On pourrait évoquer aussi, disons, la jurisprudence, la manière dont c'est construit, disons, le droit musulman, la place de l'unanimité, quand l'unanimité des savants a été obtenue sur quelque chose, ça devient quelque chose qui n'est pas susceptible d'être modifié, qui est acquis pour la totalité des temps et des lieux. Et on a au fond une espèce de fascination jointe pour, au fond, la certitude et l'unanimité, parce que si on est certain, eh bien, on n'a pas de raison de ne pas être unanime, et si on est unanime, eh bien, cela, bien sûr, consolide la certitude, puisque, au fond, quand on pense tous pareil, disons, on peut être certain. Alors, au fond, disons, à partir de là, on peut comprendre les difficultés qu'on a dans les pays marqués par l'islam à développer une démocratie pluraliste. Je pense que vous êtes sensible, disons comme moi, à la succession qu'il y a eu au cours de ces dernières années, la dernière décennie, de moments où on dit ça y est, maintenant, on dit beaucoup pour la Turquie, vous voyez, la Turquie, c'est la preuve que la démocratie peut très très bien se développer, prospérer en terre d'islam, etc. Et puis, est arrivé Erdogan, le rapport des islamistes, et puis on a vu et puis même, disons, entre Erdogan et Gülen, en principe, ils sont islamistes les uns et les autres, mais même entre eux, disons, absolument pas question de s'entendre, et donc, vous avez suivi l'actualité, etc. Vous avez pu voir aussi, disons, en Irak, quand les Américains sont arrivés en Irak, ils ont dit, ben voilà, on va régler les problèmes de rapport fonctionnement de l'Irak, on va mettre en place un système démocratique à l'américaine, avec des élections libres, le pouvoir de la majorité sur la minorité, moyennant ça, tout va se passer très bien. Bon. Le résultat, ça a été que les rapports entre les sunnites et les chiites se sont profondément dégradés, qu'on a eu à Bagdad une sorte de purification ethnique des divers quartiers, où les sunnites se sont regroupés d'un côté et les chiites de l'autre, et que la capacité du pluralisme démocratique à faire vivre les uns et les autres ensemble a été fort réduite. Bon, je pense que vous avez suivi aussi l'évolution égyptienne, dans lequel, après le printemps égyptien, donc d'abord le pouvoir des frères musulmans, qui ont bien sûr absolument pas voulu entendre parler de pluralisme, et puis la transformation avec l'arrivée de Sisi, qui a mis au pas les frères musulmans, mais qui a recréé une société dans laquelle il n'y a pas plus de pluralisme qu'il n'y avait 10 ans auparavant. Alors, au milieu de cet océan, la Tunisie fait preuve, encore que son histoire a été un peu chaotique depuis le printemps, mais laisse penser que elle est en train de suivre une voie plutôt conforme à la démocratie pluraliste. Mais évidemment, il faut bien remarquer que la Tunisie est quand même le pays, sans doute, le plus profondément marqué par l'influence occidentale. Il y a une bonne partie des élites tunisiennes qui sont quand même
extrêmement occidentalisé, que depuis Bourguiba, il y a eu toute une imprégnation, disons, occidentale, disons, très forte, et qu'on peut comprendre, disons, à ce titre que la Tunisie soit assez spéciale. Donc, sur les perspectives, si vous voulez, perspectives qu'on peut avoir pour ces pays, je ne suis pas Madame Soleil, hein, donc perspectives sont difficiles à avoir. C'est vrai qu'on peut imaginer plusieurs types d'évolutions, enfin, qui semblent plus ou moins se destiner dans divers pays. Je pense qu'on peut prendre une référence, disons, en dehors du monde de l'islam, qui est la Russie. Vous savez qu'en Russie, depuis 2 siècles pratiquement, on voit coexister plus ou moins ce qu'on a appelé les occidentalistes et les slavophiles. Disons, dans la période récente, Gorbatchev était plutôt occidentaliste. Poutine est plutôt slavophile. Donc, on a dans cette société russe une espèce d'équilibre plus ou moins stable, enfin, entre plusieurs tendances qui arrivent plus ou moins à coexister avec des coups de barre, disons, d'un sens ou d'un autre. Et donc, on peut penser comme une chose possible, hein, qu'on ait dans des pays comme la Tunisie, de manière durable, une coexistence entre des occidentalistes aussi, disons, et puis alors là, non pas des slavophiles, mais des tenants d'un islam plus ou moins ouvert. Alors, on a nos types d'évolution qui, dit-on, se dessinent en Iran, en dépit ou à cause de la République islamique. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran, mais les spécialistes de l'Iran disent que la République islamique a eu un effet extrêmement vigoureux de désislamisation de la société iranienne. Et qu'en plus, dans l'Iran, donc un pays chiite, dans le monde chiite, pendant longtemps, la société était plutôt chiite et le pouvoir était plutôt sunnite. Donc, il y a une certaine expérience, disons, d'écart entre le pouvoir politique et la société. Et donc, dans cette expérience-là, il semble qu'en Iran se dessinent des courants assez forts pour une séparation du politique et du religieux, dans lesquels le religieux serait cantonné, ou en tout cas se développerait dans la sphère, disons, privée, et du coup, dans la sphère publique, pourraient se développer des pratiques démocratiques et un certain pluralisme. Alors ça, ce sont des spéculations mais qui ne paraissent pas stupides, enfin, compte tenu de ce que l'on observe. Et puis on peut imaginer, disons, des tas de scénarios, hein, que, après tout, il y a des pays, les pays occidentaux sont largement sécularisés, il peut y avoir des phénomènes de sécularisation aussi dans les pays musulmans. Et donc on va avoir probablement, si vous voulez, autour de cette question, disons, islam et démocratie, une assez grande variété, disons, de trajectoires, même si on n'a pas la réconciliation parfaite de l'islam et de la démocratie. Alors, autre question, qu'en est-il de l'insertion de l'islam dans les sociétés occidentales? Alors, vous savez probablement qu'à une époque, il y a eu, et il y a toujours, du reste, quelques débats entre une vision plutôt française, une vision plutôt laïque, si bien compris ici, c'est une vision assez à l'honneur, disons, voilà, dans laquelle l'idée était d'une certaine, la mise en valeur, disons, d'une certaine neutralité de la sphère publique, et dans laquelle la religion était invitée à se développer dans la sphère privée. Avec, à l'opposé, la vision anglo-saxonne, favorisant au contraire le pluralisme des communautés et permettant, disons, diverses communautés de coexister.
Et c'est du reste au nom de cette vision anglo-saxonne que s'est développé ce qu'on a appelé le Londonistan. Voilà, disons à Londres, les Anglais ont accueilli à bras ouverts les prêcheurs les plus radicaux, en se disant qu'à partir du moment où ils se montraient sympas avec ces gens du coup se montraient aussi sympas avec eux, et que, disons, ils iraient créer quelques problèmes en dehors d'Angleterre, mais certainement pas en Angleterre. Et là, on voit que les Anglais sont en train de beaucoup revenir, disons, par rapport à cette vision. De même, les Suédois, les Hollandais, etc., qui disaient « nous, on n'a pas de problème, ce sont les méchants Français qui ont des problèmes ». Maintenant, disons, ils disent plus trop ça. Alors, au fond, pourquoi ça, c'est pas évident, disons, le raccord entre l'islam et le monde occidental. Non, on retrouve, si vous voulez, là aussi, cette vision du pluralisme. Au fond, est-ce que la capacité, le droit de l'individu de suivre sa propre voie, le droit, s'il est musulman, de faire le ramadan s'il veut, mais de ne pas faire le ramadan s'il ne veut pas, le droit pour une musulmane d'épouser un non-musulman si ça lui chante, le droit pour un musulman s'il a envie de devenir chrétien, juif, enfin la difficulté de ce côté-là, même chrétien, etc. Tous ces droits, accepter tout ça, pour les musulmans, disons, c'est pas facile. Et puis, disons, au-delà, au fond, de ces questions pratiques, la pression, disons, de l'Occident sur l'islam est quand même très, très forte sur quelque chose, disons, de très, très fondamental, qui sont la vision que peuvent avoir les musulmans des fondements même de l'islam, de l'origine de l'islam, de la construction du Coran, de la vie du prophète, etc. Bon. Enfin, vous savez sûrement que dans les mondes juifs et chrétiens, la pression de la modernité a causé quelques problèmes, qu'il y a eu la crise moderniste dans le monde chrétien au XIXe, mais que maintenant tout ça a été un peu absorbé, un peu accepté, si vous voulez. Et par exemple, dans le monde juif, on voit des livres qui peuvent être des best-sellers en Israël, et puis écrits par des autorités. Là, je pense à quelqu'un qui est le doyen de la faculté d'archéologie de Tel Aviv, dire que Moïse n'a pas existé, que les Juifs sont jamais allés en Égypte, que la traversée de la mer Rouge est une légende, que tout ça, c'est Josias qui, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, dans un projet politique, a voulu produire le Deutéronome, et qu'on a prétendu avoir découvert le Deutéronome, et qu'en fait, même s'il remaniait des choses anciennes, il a été vraiment produit à ce moment-là. Et ça, disons, chez les Juifs, ça se discute, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, il y en a sûrement qui ne sont pas du tout d'accord, mais évidemment, on peut en Israël écrire ça, faire des conférences là-dessus, sans avoir de problème particulier. Au fond, ce n'est pas considéré comme quelque chose de catastrophique, d'autant plus que, au fond, chez les Juifs, comme chez les chrétiens, on admet bien que l'écriture a été une élaboration historique faite par des gens différents, qui avaient leur propre perspective. Chez les chrétiens, il y a 4 évangiles qui sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Donc, alors, pour les musulmans, le deuil à faire, c'est dans la rencontre avec cette perspective, disons, un peu décapante, disons, occidentale, est quand même beaucoup plus fort, parce que ils sont quand même dans une vision selon laquelle le Coran a été dicté directement par Dieu, mot à mot, lettre à lettre. Et qu'on n'a pas affaire à des œuvres de l'esprit plus ou moins inspirées, mais vraiment à la vraie parole, disons, parole même de Dieu. Alors, si vous confrontez ça
avec les travaux des spécialistes du Coran qui commencent à vous dire que, oui, que le Coran, d'abord, il y a plein d'invraisemblances, que la Mecque, probablement, oui, que du reste, on ne parle pas de la Mecque dans le Coran, qu'on a commencé à parler de la Mecque que 100 ans après la mort de Mahomet, que du reste, dans le Coran, on dit qu'à la Mecque, il y avait des oliviers, je ne sais pas trop quoi, enfin, toutes choses qui ne peuvent absolument pas exister dans ce secteur-là. Évidemment, tout ça n'est pas facile, disons, à accepter. Et puis vous avez donc, il n'est pas question, disons, de faire les moindres fouilles archéologiques à la Mecque. L'Arabie Saoudite veut absolument, interdit absolument. Enfin, on est comme dans la situation dans la planète des singes, dans laquelle il est interdit de faire des fouilles dans endroits où on montrerait que les humains ont parlé, disons, avant les singes. Et c'est tout à fait à la fin que des gens arrivent à voir ça. Non, alors il ne faut pas sous-estimer l'intensité de l'agression que représente le rapport à l'Occident pour des gens qui ont le rapport au Coran, au prophète, etc., qui est celui, disons, qui est porté par l'islam. Et puis, par ailleurs, disons de plus, effectivement, l'Occident somme les musulmans de se critiquer les uns les autres et de sortir de cette vision de la communauté et selon laquelle on doit défendre la communauté. Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile. On voit bien, si vous voulez, les autorités musulmanes, la Grande Mosquée de Paris, le CFCEM, quand on leur demande de dire des choses sur un peu discutable, enfin disons, alors là pour le coup l'aspect violent, etc., ils bottent en touche, ils veulent pas trop, et ils savent bien que si ils faisaient pas ça, ils se couperaient largement, disons, de leur communauté. Donc là, on voit que la difficulté paraît grande, et puis donc, on voit bien, je vois par exemple des déclarations d'imams appartenant à la première génération, des gens qui étaient arrivés, des propos du genre, dans la région, plusieurs imams sont harcelés par de petits groupes qui les discréditent et estiment qu'ils ne prônent pas le vrai islam. Aujourd'hui, ce sont encore les blédards, donc la première génération, qui tient les lieux de mosquée, mais derrière eux, les plus susceptibles de le faire, les plus investis, ce sont les salafistes. Et donc on voit effectivement prospérer un islam marqué par le culte du halal, le désir de se mettre à part, et puis la volonté quand même de contrôler une bonne partie de l'espace public, d'obliger ceux qui sont en principe musulmans à respecter le ramadan, que ce soit dans les écoles, etc. Donc on est devant un problème d'intégration un peu difficile. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas parmi les musulmans toute une série de gens, et même je dirais beaucoup, qui à des titres divers, finalement ont vraiment accepté la référence occidentale. Mais, disons, de plusieurs façons, et qui sont évidentes ni pour les uns ni pour les autres. Il y a d'abord les intellectuels musulmans, modernistes, Mohamed Harkoun, par exemple, Medeb, qui sont des gens vraiment qui ont totalement accepté l'approche historico-critique de l'islam. Mais quand on les entend, ils nous disent, nous, on est considérés comme des apostats.
On n'est pas considéré comme des vrais musulmans, on est rejeté par la communauté. Et même moi j'ai eu l'occasion de débattre avec feu maintenant Malek Chebel, qui lui quand même, se présentait comme un défenseur de l'islam, hein, vraiment, et de la vertu de l'islam. Mais il me disait, oui, les salafistes, ils sont bien vus, mais moi je suis vite traité d'apostat. Donc, pour ceux qui carrément veulent vraiment... alors, il y a tout un groupe, d'après l'Institut Montaigne, disons, ce serait les 3/4 même de la population, des musulmans, qui, de fait et en pratique, ne veulent qu'une chose, hein, c'est de bien s'intégrer dans les sociétés occidentales, hein, et donc qui gardent un rapport à l'islam, qui font le ramadan tout à fait, ou à moitié, etc., qui souvent boivent du vin, boivent de l'alcool, mais ne mangent pas de porc, enfin voilà, sont donc une série, disons, on pourrait dire, d'aménagements, d'accommodements raisonnables, disons, avec le monde occidental. Mais leur problème, c'est que ils ne peuvent pas s'appuyer sur une interprétation vraiment légitime de l'islam. Ils ne peuvent pas dire, nous, ce qu'on fait, c'est un vrai islam. Et on voit leur problème, c'est que, pour une part d'entre eux, c'est que c'est dans les familles qui sont comme ça qu'apparaissent à la génération d'après, hein, des jeunes qui disent à leurs parents, vous êtes des faux musulmans, vous n'êtes pas des vrais musulmans, nous on veut être des vrais musulmans, on va pas, vous êtes compromis, vous êtes au fond, à une époque est apparue l'expression collabeur, donc pour désigner les enfants de musulmans qui collaboraient avec la société occidentale et donc qui, à ce titre, ne méritaient pas d'être considérés comme des vrais musulmans. Alors, cela est d'autant plus facilité que l'Occident lui-même a profondément évolué dans son rapport aux Lumières. Dans les Lumières, j'allais dire dans les Lumières première manière, les Lumières des grands fondateurs, au fond les Lumières, je dirais, telles qu'elles ont existé jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y avait la référence fondamentale, c'était quand même la raison, et donc le droit de la critique. Et il y avait aussi une référence à l'égalité, mais la référence à l'égalité était en quelque sorte subordonnée à la référence à la lucidité. Et au fond, le raccord entre les deux se faisait en disant, il y a des gens qui sont encore dans l'obscurantisme, et ces gens-là, le travail des Lumières va être de les éclairer, et c'est une fois qu'ils auront été éclairés qu'on va pouvoir obtenir une société d'égaux qui vont se rassembler dans le culte partagé de la raison. Et c'est vrai que la France a été très en pointe, disons, dans cette vision des choses. Et alors, quand on lit ce qu'on dit des gens comme Montesquieu, Condorcet, jusqu'à Lévi-Strauss, disons, sur l'islam, ils sont dans cette perspective, et vraiment, leur critique, pas forcément fondée, mais en tout cas, il y avait une liberté de parole, disons, qui était là. Alors, maintenant, on est passé dans un monde postmoderne, dans lequel l'équilibre et l'arbitrage entre l'égalité et l'exigence de lucidité a complètement changé. Dans un monde postmoderne, ce qu'il faut, c'est respecter l'égalité des choix de vie, l'égalité des doctrines, l'égalité des cultures, l'égalité des religions, etc. Et si on dit quelque chose qui met en cause, disons, cette égalité, c'est que nécessairement, on est un méchant et qu'on est en train de... Alors, pour l'islam, c'est développé, dans cette perspective, la notion d'islamophobie.
Et donc la notion d'islamophobie, donc, qui est portée, disons, bien sûr, par le collectif contre l'islamophobie, qui est porté par les indigènes de la République, etc., mais qui a pris une grande place, à l'Union européenne, il y a un responsable de la lutte contre l'islamophobie, etc. Et donc l'islamophobie, la notion d'islamophobie, au fond, son contenu est de dire que il y a en quelque sorte des réactions viscérales, pavloviennes, à l'égard de l'islam en général, des musulmans en général, qui ne veulent pas du tout s'intéresser à la réalité des choses, et que si on fait on pose la moindre question sur l'islam, c'est qu'on est islamophobe, et par conséquent, on n'a pas écouté les questions qui sont posées. Donc cette notion, disons, très postmoderne, au fond, fournit une espèce de ligne maginot, enfin, qui permet de se protéger contre les critiques du monde environnant. Et si je reviens sur ce que j'évoquais tout à fait au début des controverses et du caractère vraiment extrêmement aigu des oppositions au sein de toutes les familles politiques, enfin, autour, disons, de l'islam, bon, finalement, elle oppose ceux pour qui adhèrent à la notion d'islamophobie, et pour qui il faut comprendre les réactions négatives à l'égard de l'islam à partir de la notion d'islamophobie. Bon, c'est par exemple, je sais pas, le cas de la commission consultative des droits de l'homme, qui était tout à fait dans cette perspective. Et d'un autre côté, Elisabeth Badinter a déclaré l'année dernière, moi je m'en fiche d'être traité d'islamophobe, moi je dis ce que je pense, et si les gens veulent me traiter d'islamophobe, qu'ils le fassent, mais je ne me laisserai pas intimider. Alors là, vraiment, en ce moment, on a un clivage qui est extrêmement fort entre les deux. Les perspectives me paraissent également douteuse. On voit bien, on peut être sûr que vont coexister de manière durable toute une série d'orientations dans les rapports entre l'islam et les sociétés démocratiques, allant depuis une vraie adhésion au monde occidental, à ses valeurs démocratiques, alors qui est compatible, disons, pour une part, moi je connais des musulmans qui font le lien en ayant une vision très, très mystique de l'islam, dont ils se déclarent avoir un héritage soufi, et donc qui à ce moment-là considèrent que leur islam est un islam, disons, qui relève de l'éclairage des âmes, mais qui ne relève pas du tout de la contrainte des corps, et qui par conséquent, qui peuvent être à la fois bons occidentaux et bons musulmans. Alors, vous avez des courants qui mettent en avant une époque assez courte et une école assez limitée, disons, de la philosophie islamique, les Mutazilites, dont qui, eux, étaient partisans, disons, refusaient le caractère incréé du Coran, etc., en disant, donc, on va pouvoir réconcilier, disons, les choses autour de ça. Alors, il y a tous ceux qui... donc, comme je vous disais, développent une pratique assez light de l'islam, qui dans leur construction intellectuelle sont fondamentalement occidentaux, mais ont un rapport, disons, un peu traditionnel et d'affection par tradition, disons, à l'islam. Et puis, donc, vous avez alors, toutes les sortes de salafistes, voilà, depuis ceux qui sont en disant, c'est notre affaire, mais enfin, on coexiste gentiment avec les autres, jusqu'à ceux qui considèrent qu'il faut arriver à convertir et à prendre le pouvoir, disons, dans le monde occidental. Alors, c'est pas la question sur l'avenir, c'est quel va être le poids de ces divers groupes et qu'est-ce que les sociétés, en particulier, qu'est-ce que les pouvoirs publics y peuvent. Peut-être que vous avez remarqué qu'on est actuellement dans un certain durcissement
de l'attitude des pouvoirs publics, avec en particulier un point qui n'était pas évident, c'est que dans plusieurs fermetures de mosquées, dont plusieurs mosquées ont été fermées encore ces jours-ci à Marseille au nom d'incitation à la haine, et dans lequel l'imam a répondu « mais ce que je dis, c'est dans le Coran. Donc vous ne pouvez pas m'interdire de dire ce qui est dans le Coran. C'est la liberté, disons, religieuse. » Et on lui a répondu « Coran ou pas Coran, du moment que c'est de l'incitation à la haine, c'est pas acceptable. » Et donc ça, c'est la position du Conseil d'État a été, disons, ferme, disons, là-dessus. Alors, est-ce que ce genre de position va être de nature à limiter l'influence, disons, des plus radicaux, ou au contraire va radicaliser encore plus en disant comment il est scandaleux que l'État se mêle de choses dont il n'a pas le droit de se méfier. J'avoue que, pour ma part, je m'interroge, disons, là-dessus. Je vois que l'heure est juste terminée, donc j'en arrêterai là. Simplement, je dirais pour conclure, enfin, en riant un peu, mais comme disait Musset, quand on vient d'en rire, il faudrait en pleurer, qu'on a affaire, avec ces questions, à quelque chose qui va occuper le monde pendant, je dirais en tout cas, le siècle à venir. Merci.